peut-être deux mots sur comment est né ce projet, par une conversation avec Joël au musée de l'immigration, où j'avais le plaisir de commissarier une exposition, ce qui s'oublie, ce qui reste. Et là a démarré l'échange autour de la relation à l'espace, du rapport et du travail avec le corps artisanal, et puis de la passion pour la matière. Et en fait, ce sont des choses c'est des mots que j'aurais pu utiliser pour décrire aussi le travail de Amina Exner. Et comme rien n'arrive par hasard, pendant cette exposition, il y avait deux grosses productions, et il se trouvait que c'était la pièce de Joël, donc à la mémoire de tous, et la pièce de Amina Exner, intitulée Curriculum. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette pièce, je vous invite à aller la regarder. Les archives existent toujours. Et voilà, je ne vous en dis pas plus parce que c'est pas mon rôle ici, mais très bon échange et merci encore pour votre présence. Bonsoir, merci Madeleine pour cette invitation, merci Amina, Joël, merci au public. J'ai le plaisir de modérer cette conversation qui sera un petit peu à fil tendu, assez libre entre nos deux artistes. Je vais commencer par Joël, qui est donc un artiste franco-malgache, entre la France et Antananarivo, et qui donc a passé un certain temps ici au Maroc à côtoyer les artisans et les artistes pour produire cette exposition. Et parmi ces expositions notoires, Joël a représenté la Biennale Madagascar à la Biennale de Venise en 2019. Amina Exner, avec qui le dialogue s'est tissé entre Joël et elle depuis quelque temps. On va découvrir comment et pourquoi et quand, au-delà de ce qui est visible. Donc Amina Exner est une artiste marocaine, citoyenne du monde, je dirais, qui a à cœur de mettre l'ouvrage rituel, artisanal, traditionnel, le travail de la main, je dirais, dans sa réflexion conceptuelle sur le temps et l'espace. Aujourd'hui, nous avons souhaité que cette conversation porte sur la thématique de la transmission et puis aussi de la politique du territoire. Donc en fait, comment les artistes réussissent-ils à créer d'autres espaces géographiques, mentaux, poétiques, intimes surtout. Comment les artistes, Amina et Joël, notamment à travers cette exposition, ont-ils réussi aussi à dialoguer dans l'espace, entre ce qui est infiniment petit, peut-être pour certaines œuvres, et infiniment grand, peut-être qui nous dépasse aussi, pour aussi bien l'espace que pour certaines installations que vous pourrez voir. Donc, j'ai eu vraiment le plaisir de les entendre tout à l'heure et autour de leur rencontre, je vais juste faire une petite introduction là-dessus. Ensuite, je vous donnerai la parole pour en dire plus. Amina et Joël ont toujours voulu se rencontrer. Et puis, depuis des années, peut-être depuis 20 ans, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, en fait, ce qui les a fait se rencontrer, c'est l'œuvre. Et j'ai envie de dire aussi, c'est vraiment le travail de l'esprit, du cœur et de la main. Et puis, ça s'est fait, finalement, ici, à travers une œuvre en dialogue, une installation, je dirais, en dialogue entre ce que Amina, vous rappelez les boucles d'oreilles, mais ça va au-delà de ça, de Amina Exner, et puis une pièce, je la décris, vous avez dû la voir, une pièce totalement où
se trouvent des pompons et des mouchetours issus donc, du travail de nos artisans. Je ne veux pas aller plus dans la description, je vous poserai la question à tour de rôle sur cette rencontre qui s'est faite au-delà des mots et que les œuvres, que vos œuvres ont fait se rencontrer. Et puis ensuite, on ira un peu plus dans le détail par rapport au travail avec les artisans, à la rencontre avec les artisans et de comment aussi s'est tissée cette rencontre. C'est une question. Nous allons simplement continuer notre conversation. D'accord. Je commence, c'est ça? Je commence. Bon, bonsoir à tous. Déjà, je vous avoue, j'ai eu une grande angoisse tout à l'heure. Je me disais s'il fallait que je fasse une conversation avec Amina. Et puis là, sans vous, ça aurait été formidable, mais en tous les cas, je suis content que voilà. Peut-être avant de raconter notre histoire, on va peut-être aussi un peu raconter l'histoire de tout ça, pourquoi aujourd'hui je suis à Marrakech et pourquoi justement j'essaie de faire des choses aussi comme ça et pourquoi je dois parler. Comme a dit Myriam tout à l'heure, que je voulais remercier d'abord vraiment profondément parce que sans toi de toute façon, je pense qu'on n'existerait pas aujourd'hui et ce temps n'existerait pas. Le Macal bien sûr et toute l'équipe qui a œuvré vraiment sur ce projet. Mon équipe, mon studio aussi. Voilà, c'est important quand même de citer toutes ces personnes, surtout que c'est un projet qui a mis presque 2 ans à naître. Le Covid n'est plus une excuse, mais en tous les cas, le temps était important pour pouvoir produire tout ça. C'est une exposition qui a été voulue, on va dire, d'un commun accord avec Myriam, aussi avec le Macal, de raconter ce que c'est, voilà, de raconter quelque part l'histoire de la main. L'artisanat est une chose, mais je pense que la main est quelque chose de très important. Donc voilà, j'ai fabriqué ce scénario. C'est une main qui caresse, c'est une main effectivement qui gifle parfois, c'est une main qui fabrique surtout pour raconter beaucoup d'émotions. Et dans des brèches de discussion, Amina est arrivée. Amina est arrivée, Amina que je n'ai jamais rencontrée. Mais que, voilà, je peux parler de ma Sinader Benali, Nali commune, qui me parle depuis 20 ans, par exemple, d'Amina. Je n'ai jamais rencontré. Je parle de Jean-Loup Pivin aussi, quelqu'un qui est très important, on va dire, pour moi, et qui me parle d'Amina comme étant une femme extrêmement sympathique que je n'ai jamais rencontrée. Et un soir d'hiver, parce que je pense que nous sommes en février, à Marrakech, c'est Myriam qui déclenche cette rencontre, et on se rencontre. On n'avait pas grand-chose à nous dire, on a été très clair. Je pense que les sushis étaient dégueulasses, mais vraiment. Mais je voulais inviter Amina. Finalement, je voulais créer une intrigue en disant, on ne se connaît pas, mais en même temps, c'était un petit moment de drague, et finalement, je lui dis ornement. Elle me parle pareil, elle me dit ornement, je lui parle bijoux, elle me dit beaucoup d'oreilles, je sais pas, je dis beaucoup d'oreilles. Je parle d'espace, et bien sûr, les architectes sont tous des... Voilà, on y arrive aussi. Et nous voilà aujourd'hui. Nous écrivons une histoire ensemble. On essaie en tous les cas d'écrire une histoire ensemble, qui n'est ni la mienne, ni la tienne, c'est une histoire, je ne sais pas laquelle, mais peut-être ce qui est important, et peut-être que cette discussion affirme ça, c'est que peut-être que cette discussion qu'il y a là-haut est un début, mais c'est surtout le futur qu'on veut aujourd'hui écrire. Et ça, pour le coup, c'est la grande intrigue du moment. Voilà, je peux définir un peu cette rencontre comme ça, ma rencontre avec le Maroc, ma rencontre avec toutes les mains du Maroc, et ma rencontre, bien sûr, avec la main qui est à côté de moi, qui est Amina. Je ne sais pas si je dois raconter bien, mais maintenant tu dois dire quelque chose aussi. Bon, est-ce que je vais dire que tu as tout raconté, non? Oui. Je voudrais préciser que ce qui lie et relie encore plus Amina et Joël, c'est le fait qu'ils soient tous les deux architectes. Et nous allons voir, à travers ce que tu nous diras d'Amina, justement ce rapport à l'espace. Nous parlions tout à l'heure de ce dialogue dans l'espace et justement Amina et Joël conçoivent leurs œuvres toujours
avec un savoir-faire, bien entendu, avec l'idée, un concept, mais toujours en fonction de l'extension, de l'élasticité et de la vie, de la multiplication de leur œuvre dans l'espace. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que tu nous donnes davantage de détails par rapport à la rencontre sur l'objet et le sujet qui a accentué et qui a renforcé, je dirais, la production qui s'en est suivie et qui était donc, si je me souviens, un handbell garni de Mossoul et que tu avais montré à Joël lors d'une pérégrination dans la Médina, qui nous en dira beaucoup plus avec aussi bien des anecdotes que la suite qu'a donné cette rencontre. Bon, alors Joël, c'est toute une histoire parce que moi, le travail de Joël, je l'ai connu chez une amie très chère, Mahassine Nader, et qui m'a raconté toute une histoire sur Joël. Donc déjà, j'avais cette idée, cet artiste, ce personnage, et je vais ensuite à la Biennale de Venise et je vois son travail. Donc en fait, Mahassine avait, moi je parle beaucoup d'échelle, hein. Donc, l'œuvre que Mahassine avait, elle était, bon, elle n'est pas très grande, voilà. Et tout d'un coup, je suis dans cet espace, dans cette œuvre immersive, je dirais, à la Biennale, et là, ça prend une autre dimension, et je me dis, il faut que je rencontre. Donc, l'intention, voilà, je voulais rencontrer Joël. Et donc, Myriam me propose de participer à l'exposition Ceux qui s'oublient et ceux qui restent. Et puis elle me dit, Joël et toi, vous allez produire une œuvre. Et on n'était pas très loin. Les œuvres n'étaient pas. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que les œuvres se sont rencontrées avant les artistes. Et elles se sont mises d'accord pour qu'on se rencontre. Voilà, ça a l'air. Voilà. Donc, je rencontre Joël, effectivement, ce dîner-là. Oui, on ne s'est pas dit grand-chose en fait. Tu m'as montré tout de suite, c'est ça que j'ai apprécié, c'est cette vulnérabilité qu'on voit aussi dans ton travail, cette fragilité. Et tu me lances des clés. En fait, moi je les ai pris comme des clés, tu vois. Quand on parle de mystère, d'intrigue, etc., tu me dis, ben voilà, je crois que tu l'avais acheté, ça. Non, je ne l'ai pas acheté. Tu ne l'as pas acheté, tu l'as photographié. D'une mosdonne vert, je me dis, c'est pas du tout mon truc. Moi, j'adore travailler avec mon zone. D'ailleurs, avec Rita, on a travaillé, c'était une très jolie exposition auparavant à Rabat, il y avait mon zone, etc. Donc, je me suis dit, bon, ben voilà, mon zone. Donc, c'est resté dans ma tête. Ensuite, il m'a dit l'ornement. Il m'a parlé des bonbons, etc. Et donc, je me suis dit, bon, ornement, bijoux. Et après, il me dit, boucle d'oreille. Et je lui dis, oui, effectivement, parce que c'est une question de présence. C'est comme si je voulais veiller sur l'installation future de Joël. Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis, je voulais aussi l'emmener, parce que on est des personnes nomades, on est des personnes de terrain, et j'avais envie de le kidnapper, de l'emmener, Bata, Akka, etc., etc. Et bien, d'accord, bon, je lui dis à Tiznit d'abord, parce que c'est là où l'artisan qui allait rassembler la matière, qui allait créer la structure pour accueillir cette matière, qui allait être produite, par ma chef d'atelier, enfin bref. Il me dit, bon, oui, ça se fera, et je pense que c'est ça le futur. Et j'ai perdu le film. Mais qu'est-ce que je voulais dire d'autre Gardons le film. Gardons le film. Voilà. Ah oui, je t'emmène chez le Hajj Mohamed Bari, avec Myriam qui est enceinte jusqu'au cou. Et je pense que c'est là où elle a dû accoucher une semaine plus tard parce qu'il nous a fait. Et puis tu raconteras l'histoire de Hajj dans l'espace musée-galerie. D'accord. Donc je voulais en fait partager avec lui, parce que c'est ça, c'est le partage en fait. Je pense que c'est ça qui est important. Il n'y a pas d'égo, il y a juste une envie de partage, une envie de faire rencontrer
des gens en tout cas, cette personne qui m'a marqué, et c'est intéressant parce que je reviens toujours à Rita, parce que quand je lui ai raconté l'histoire, elle m'a dit, elle dit, Haj Mohamed Barri, il faut dans le Zazi, ceux qui ne connaissent pas, il faut vraiment aller voir ce petit espace. Et donc, je lui ai dit, les bonbons, il faut que tu achètes. Donc, il voit cette passementerie, etc. Et donc, de là, est-ce que je continue le processus ou Joël? Vas-y. Donc, il prend des... Alors, lui, c'est Ultra-matérialité. voilà, c'est ça. Joël, c'est ça. Oui, celui-là va mon rêve. Donc, on a ces pompons qui sont très beaux. Et je pense, c'était pour une parole pour les cheveux, non? Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Donc, c'était à la base une parure, des morceaux de parure, on va dire. Et puis, moi, plus tard, je suis retournée et j'ai acheté un des pompons que j'ai déconstruit. En fait, apparemment, c'est ce que je fais. J'ai pris cette matière, et puis, en parenthèse, c'est une artisane qui a carré, filé à nouveau cette matière, et c'est une autre artisane qui l'a tissé et qui l'a préparé pour le matisnite pour qu'il le monte. Donc, en fait, c'était un petit grand projet. Parce que c'est une coordination assez intense. Et puis, il y a bien sûr le mouvement. Donc, en fait, c'est-à-dire que ces boucles d'oreilles sont en fait un résumé de notre conversation ce dîner-là, je pense. Je vais essayer de parler. Justement, on va rebondir davantage sur peut-être pas seulement mon œuvre, mais ce que je pense clairement, en tout cas, de ce que j'en ai vu à l'étage. C'est vraiment une œuvre à quatre mains, puisque même si elle n'a pas été faite par vos quatre mains propres, elle est le fruit de votre rencontre et de votre dialogue. Et c'est une œuvre dans une espèce de complémentarité qui dialogue, ou bien un dialogue entre ceux et celles qui ne l'ont pas vu là-haut. Je me permets de la décrire. Donc, vous êtes dans une antichambre, je reprends les mots de Amina, un procédium finalement, une avant-scène, où finalement à laquelle nous ne pouvons pas accéder, mais dans laquelle on finit par entrer parce que nous avons à la fois le tout petit espace, la toute petite vitrine exposant les boucles, l'ornement, et puis ce très très grand espace proportionnellement où nous avons les jets et les pompons tels que Joël les a disposés dans l'espace de manière rectangulaire, de manière assez orthonormée. Donc j'avais juste envie de dire que, pour rebondir sur nos discussions de tout à l'heure, qu'il y a une sorte d'axialité, et vous parlez de rapport à l'espace. Cette axialité, du plus petit au plus grand, elle fait entrer les deux œuvres en résonance, et elle matérialise en quelque sorte tout ce que nous n'avons pas pu entendre ou voir de la discussion et de la rencontre entre les artistes et les artisans. C'est-à-dire que, je vais peut-être répéter ce que tu as dit, mais lorsque nous avons les boucles d'oreilles, eh bien on comprend, d'abord il y a un jeu très subtil de matière textile, c'est un bout de tissu détricoté et retricoté dans un cadre d'or, et puis par-dessus ce qui est dans un carré et un rectangle. Et donc, au milieu de ce rectangle, nous avons une moisson qui forme des espèces d'écailles un petit peu vivantes, parlantes. Tout ça est en rouge et or. Et puis, en face, nous avons le fil, toujours le fil de soie, mais comment dirais-je, qui répond à ces boucles d'oreilles-là,
par sa grandeur en fait, par la grandeur de son échelle. Et donc ça nous ramène à toujours dire que justement les artistes ont essayé de rendre matériel finalement ce rapport à l'espace. Et j'ai beaucoup aimé ce dialogue qui peut se faire justement du plus petit au plus grand. Je perds peut-être un petit peu mes notes. Je voudrais reprendre vos termes justement, le carré dans le rectangle. Voilà. Et une sorte de métaphore de la création, une sorte de mise en scène théâtralisée justement de cette œuvre matérielle. Également quelques notions comme ça qui me reviennent, c'est aussi que le bijou est considéré comme un ornement, mais la boucle d'oreille en particulier, on sait qu'elle fait partie de rituels inscrits dans la mémoire. On connaît tous la cérémonie de Trebloudnine, et lorsque nous avons un bijou de l'ordre de la boucle d'oreille, nous entrons aussi dans cet espace intime. Nous ne sommes plus seulement dans l'ornement. Et je crois que toute l'exposition, au-delà de ce qu'on peut voir comme objet, performance, installation, elle part justement de cette dimension enfouie, de cette dimension intime que parfois nous allons retrouver ici dans cette salle d'ailleurs à travers les mots, d'autres fois à travers le dessin, encore d'autres fois à travers le tissage, le textile, le drapé. Et c'est comme si justement ces drapés, ces textiles disaient à la fois ce que les artisans avec qui nos chers amis entretiennent des dialogues, je dirais, viscéraux, puisqu'ils entrent avec eux dans la matière organique, ils arrivent à dire et à prolonger finalement le discours le travail même, le savoir-faire de l'artisan. Ce que peut-être ne dit pas l'artisan, et bien les artistes sont des passeurs pour le dire à leur place et pour le dire aussi à notre place. C'est en ce sens que c'est universel. Et j'aimerais vous entendre peut-être là-dessus, un mot plus général sur cette thématique. Les femmes d'abord. Non, vas-y. Parce que en fait, je n'arrive pas à savoir pour l'instant la réponse. C'est pour ça que je pensais te donner le temps. C'est très difficile de parler de l'artisan comme une entité. En tous les cas, pour moi, je ne peux pas en parler comme une sorte d'entité indépendante. Il n'y a pas l'artiste et l'artisan. C'est très compliqué. Et du coup, je préfère prendre en fait une métaphore qui est celle de la main. Bien sûr, il y a les artisans de la voix, il y a les artisans aussi du goût, il y a les artisans du regard d'ailleurs, il y a aussi les artisans du nez, donc ça existe. Mais là, en l'occurrence, sur ce projet, je pense que la main est peut-être la symbolique, en tous les cas l'élément symbolique qui est le plus fort. Et cette main, c'est juste impossible de ne pas vivre avec, de vivre sans, en tous les cas. Je ne peux pas couper ma main. Et en tous les cas, voilà, je pense que le truc est assez fort. Et autre chose qui pour moi, en tous les cas aussi, on dit pour définir le rapport à l'artisan, c'est le rapport de l'ornement. C'est d'ailleurs pour ça que l'exposition est peut-être parfois très minimale, mais malgré tout, elle est très ornementale. Je ne déteste pas non plus Adolphe Loos, pour ceux qui sont des passionnés d'architecture, mais malgré tout, quand Adolphe Loos dit que l'ornement est crime, c'est quelque chose d'assez violent, et fondamentalement, je suis contre ça. Aujourd'hui, l'ornement, c'est le savoir-vivre, l'ornement, c'est le savoir-faire, et l'ornement, c'est aussi, quelque part, c'est le souffle. Et la dernière chose qui est très importante, et là pour le coup c'est une métaphore qui elle est liée directement à une matière, c'est comme le fil. Et finalement c'est ce fil qui nous lie à l'artisan, c'est le fil que l'artisan brode, que l'artisan tisse, détisse, qu'il carde, qu'il attache aussi. Mais c'est toujours, et j'aime beaucoup ce terme en anglais, engage, dans la fragilité justement de ce fil,
il y a tout qui se construit. C'est à la fois un film tendu, donc parfois il y a des choses effectivement, il y a des tensions réelles, et en même temps je fais référence à la tension du film, de la chaîne, de la trame. Il y a aussi ce fil qui se brise, parce qu'il faut le couper de temps en temps, parce qu'il y a une rupture qu'il faut fabriquer. Il y a aussi des fils que l'on noue, et dans ce nœud, il y a des choses qui sortent effectivement de l'ordre de la banane. Et je reviens toujours à Amina, parce que peut-être que pour nous, aujourd'hui, parce qu'on est aussi dans ce dialogue-là aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là, je pense que la vraie chose qu'il y a entre nous, c'est ce fil. C'est un fil qui sont un peu comme ces lignes que j'ai tracées sur les murs. Et c'est très drôle parce que je viens de lire un texte que j'ai écrit un peu dans une fulgurance quand j'ai fait ça. C'est que nous étions des étrangers. Aujourd'hui, nous sommes des amis. Pour devenir des amants, je ne sais pas, mais pas. Mais en tous les cas, il y a toujours cet aller-retour entre justement l'étrange et en même temps la technicité, la radicalité et la sensualité. Et c'est peut-être ça la vraie relation avec un artisan. C'est qu'un jour c'est le grand amour, et le lendemain on fait voler toutes les assiettes. Un jour, effectivement, on est fasciné par une matière, mais en même temps, la force de la matière, c'est quelque chose, moi, ce sont des choses, en tous les cas, qui m'animent profondément. Hein. Si vous voulez, ce sont des choses qui me font vibrer. C'est que de temps en temps, cette matière, en fait, on ne sait pas quoi en faire. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Et c'est ça la relation. C'est pas ça l'artisan, mais c'est la relation qui est fascinante avec un artisan. Les techniciens, les producteurs d'œuvres, des gens comme ça, sont des choses qu'ils réalisent. Avec un artisan, on s'embrasse et on se quitte. On s'entretue même de temps en temps. Et je pense, Erika, tu peux témoigner ça. Et surtout dans des rapports aussi géographiques. Ça, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que un jour c'est au Maroc, en tout cas pour moi, un jour c'est au Maroc, un jour c'est au Bénin, un jour c'est à Madagascar. Et je vais vous raconter une histoire très étonnante parce que je viens de faire un voyage de visite en Tunisie où d'un seul coup on m'a appelé pour un Marocain parce que on disait toujours, en fait, oui, mais Joël, mais l'artisanat tunisien n'est pas l'artisanat marocain. Donc il y a aussi cette espèce de tension géographique autour de l'artisanat qui, elle, est intéressante parce qu'il y a des rapports très identitaires aussi, mais qui n'existent pas fondamentalement, mis à part la sensibilité, effectivement, de l'artisan, de la main, encore une fois, et la force de la matière. C'est très compliqué ce que je raconte. Non. C'est très beau ce que tu dis. Moi, je serais plus terre à terre. En fait, on a parlé du processus. Je pense qu'on a des liens avec l'artisan. C'est-à-dire, quand je parle avec l'artisan, en fait, quand je parle avec un artisan, je parle toujours de tabadul, d'échange. C'est-à-dire que je ne suis pas là, l'artiste ou la designer qui vient, qui impose un travail, mais je suis là, c'est-à-dire en égal, parce que eux, c'est-à-dire qu'on est tous sur la même, voilà, cette année, l'artisan est mon égal. Et puis les artisans qui m'intéressent, c'est quand ils veulent aussi innover, ou ils veulent, voilà, le processus de création, il se fait à deux. Donc c'est vraiment des co-créations. Et ça, c'est un genre dont je ne vais pas rentrer dans les détails de propriété intellectuelle, etc. Mais c'est très compliqué. Moi, je suis beaucoup plus terre à terre que toi, tu vois. Mais ça, ouais, mais c'est cette co-création qui, moi, m'intéresse. Voilà. C'est-à-dire que je n'impose rien, et c'est là où la magie opère. C'est là où la magie opère. Voilà. Je voulais juste parler du processus. Je pense que c'est ça qui nous appelait l'histoire qui est racontée. Et quand on parlait tout à l'heure, on disait, une fois que l'œuvre est accrochée, c'est presque fini. Ce qui est excitant, c'est le processus. C'est toute l'histoire, tout ce qui est intangible, tout ce qu'on ne voit pas. Mais on le voit dans... les œuvres dégagent une énergie. Et cette énergie-là, on la sent. Ça veut dire que c'est l'histoire qui transparaît finalement. C'est ça qui est important, je pense. Je peux rajouter juste une chose qui pour moi est... En tous les cas, je reviens un peu à l'exposition parce que quand on parle de processus, en fait, dans l'exposition,
Alors, Amina, c'était un processus, bien sûr, c'est pas l'histoire d'artisan, mais c'est autre chose. Je vais vous donner deux anecdotes qui sont très intéressantes dans l'exposition pour vous redonner justement comment ce rapport amour-haine entre un artisan existe. Pour moi, une des pièces qui me touche le plus dans cette exposition, c'est donc la chanson de la lune, c'est ces deux pièces que vous avez à l'entrée ici, derrière ce mur, sont ces dessins en fait qui sont avec du papier. C'est un vrai challenge parce que je voulais fabriquer du papier au Maroc. Donc c'est pas un artisan qui l'a fabriqué, c'est un artiste. Donc le papier a été fabriqué par Thibary Contour, que je n'ai toujours pas rencontré. Mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, il a déjà le challenge du papier est là. Et moi, j'étais très sûr de ce que je voulais faire sur ce papier. Je voulais dessiner, écrire des mots comme sur les murs et tout ça. Mais quand je reçois le papier, donc là, je me dis, il faut que je travaille avec un pigment. Donc je trouve le pigment marocain, ça c'est une longue discussion, bien sûr, pour trouver le pigment. Tout le monde s'en est mêlé, mais c'est très drôle. Mais comment aussi ce papier a changé en fait. Et peut-être que, comme tu dis, je me prends entre la tête, mais comment ce papier a changé le sens de l'œuvre. Parce qu'à un moment, je ne voulais plus raconter une histoire autour du miracle, de l'émotion, je voulais juste parler de la Lune, parce que réellement, la texture de ce papier, en fait, pour moi, vous me faisait penser à la Lune. Et j'ai commencé à juste à pointer des choses et laisser vivre ce papier quelque part au rythme de quelques sonorités qui sont des mélodies dedans. Donc là, c'est une douceur absolue, tout est très, très joli. Et après, le textile, ça c'était le plus difficile parce que j'avais une réputation comme quoi je connaissais le textile, donc j'arrive au Maroc, je voulais travailler sur une grande tapisserie et tout. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'en avez pas dans l'exposition, parce que c'était impossible. Parce qu'il y a eu des rencontres, il y a eu des divorces, il y a eu des choses extrêmement violentes, parce qu'en fait, de temps en temps, on disait, mais c'est comme ça qu'il faut faire au Maroc. J'avais dit, si c'est comme ça qu'il faut faire au Maroc, en fait, vous n'avez pas besoin de moi alors. Et surtout que moi, je ne suis pas là non plus pour apprendre quelque chose. C'est pour vivre une histoire ensemble. Et donc, le textile n'existe pas dans l'exposition en tant que tel. Vous n'avez aucun tissage en tant que tel. Vous avez effectivement un peu de broderie. Mais voilà, moi, le processus est très intéressant parce qu'en fait, en même temps, il surfe sur des rencontres. Il surfe aussi sur des choses très radicales en disant ça, le cahier des charges, il faut le faire. Et parfois sur des vraies déceptions aussi, qui font que peut-être il faut se reposer la question. Et l'artisan a le pouvoir effectivement de nous faire reposer des questions à un moment, des remises en question énormes. Et sincèrement, peut-être que la vraie chose aujourd'hui sur cette exposition qui me frustre un peu, c'est vrai que je n'ai pas abordé le textile en tant que tel. Voilà. On a parlé du processus, Rita, ça va ? Vous avez merveilleusement anticipé sur cette question du processus pour laquelle on pourrait aller un peu plus loin et aussi pour le public, aller davantage aussi dans des explications ou raconter un petit peu l'histoire de quel a été le rapport avec les artisans lors de la création de l'œuvre, aussi bien pour cette exposition que pour l'installation Proscenium qui se trouve à l'étage. Mais peut-être aussi comment, tu en parlais à l'instant, on peut aller un peu plus loin, comment aussi les artisans vous ont vu, comment ont-ils réagi et agi aussi face à votre idée, face à votre projet, parce qu'on parle souvent de l'artiste en tant que démiurge qui vient avec son idée et qui fait exécuter par l'artisan. Effectivement, ce n'est pas une entité, l'artisan, c'est d'abord un être humain qui transmet des savoirs. Ce serait intéressant de voir où c'est joué, à quel niveau et à quel niveau sentimental, émotionnel ou autre c'est joué cette relation-là, aussi bien pour toi Joël que pour toi Amina. Comme je connais bien l'histoire, mais on va le redire au public. Et surtout, peut-être pour toi Joël, dans ce contexte d'autres lieux, d'autres territoires qui est Marrakech,
Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Et peut-être pour arriver après à la question suivante, qui est quelle a été cette politique du territoire chez vous? Où elle se place? Où est-ce qu'elle se pose? Mais d'abord la première question. Difficile à Ouais. Il y a une chose qui est importante, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des artisans que je connais. C'est-à-dire ça aide énormément, parce qu'il n'y a pas de surprise. À la différence, je crois, de Joël, qui arrive, qui rencontre, il y a des premières rencontres, il y a des prototypes qui se font, etc. Moi, pourquoi c'est allé un peu plus vite, c'est que je connaissais ces artisans, et donc, voilà, ça se met en place gentiment, d'une manière assez efficace, mais il faut dire aussi que je pense que Joël et moi, on est des nomades, et que nos ateliers sont vraiment sur le terrain. Ça c'est très important. C'est-à-dire que l'artisan ne vient pas à nous, c'est nous qui allons vers l'artisan. Et donc, alors, s'il est à Tisnit, on ira à Tisnit. Toi, tu es venu, tu étais à Paris, ou de France ou de Madagascar, tu es venu à Marrakech. Donc, il y a aussi ça qui est très, très important, comme le lien qui se tisse avec l'artisan. Alors moi, personnellement, ce qui est intéressant, c'est que mon Baïsat Mzaïdef, avec qui je collabore, c'est un bijoutier sahraoui qui a heureusement déménagé à Tiznit, donc c'est beaucoup plus simple de le rencontrer. Alors lui, par contre, maintenant, il faut le filmer tout le temps et il doit expliquer le processus. Voilà, ça c'est nouveau, donc c'est assez rigolo. Voilà, tu me filmes, bon, Benjamin voulait filmer, alors oui, alors il fallait, et il est là, alors je fais ci, et ça m'a énormément touchée en fait, parce qu'il tenait à expliquer lui-même son processus, comment il fabriquait son bijou, comment, parce que c'était, techniquement, ce n'était pas facile, ça a l'air tout facile comme ça, mais ça ne l'est pas. Et donc, il tenait à expliquer. Donc moi, la chef d'atelier, bon, c'est vraiment comme une caravane, on est là, on va à Tiznit, et on s'assoit, et il y a une coordination. Ça, c'est aussi du fait qu'on a été architecte dans une vie antérieure, et donc, coordonner, c'est très important. Et donc, voilà, je ne sais pas si ça, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est suffisant. Joël, tu veux ajouter quelque chose? Non, Moi, je l'ai un peu dit auparavant, on va dire, j'ai un peu raconté avant les expériences, mais je vais peut-être en parler d'autre chose, parce que, comme je disais auparavant, il y a bien sûr les artisans de la main, donc ça on pense tout de suite, raffia, bannier et tout ça. Mais par exemple, dans l'exposition aussi, il y a une personne, moi, que j'aime beaucoup, donc c'est Midi Zara, qui est justement un artisan de la voix. Ça, c'est une autre aventure aussi. Parce que, pour moi, finalement, entre l'artiste et l'artisan, le plus important, c'est les collaborations. Et c'est vrai qu'avec Midi Zara, c'était un peu une course, c'est un jeu de cache-cache, par exemple. Ça aussi, c'est l'artisan. Ça, c'est une histoire, ça arrive toujours. Et c'est vrai que le déclenchement des choses avec un artisan, dans le processus et aussi dans comment les choses arrivent, n'arrive jamais au moment où ça arrive. C'est bizarre, la temporalité est très très différente. Elle n'est jamais respectée d'ailleurs, ça fait partie de la grande signature. Voilà. Et en fait, le déclenchement, moi c'est là où ça m'intéresse le plus, c'est que c'est une matière, c'est qu'on caresse. Moi, Midi Zara, effectivement, je suis dans une voiture, il est 23h à Marrakech, et d'un seul coup, j'entends une musique et je dis c'est elle, et c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est ça les grands moments, c'est ça les grands moments avec les artisans. J'ai pris Midi Zara comme une métaphore, mais réellement, il y a par exemple l'histoire du verre, même si on est quasiment limite dans un projet industriel. Et en fait, c'est arrivé aussi comme ça. La temporalité est différente, la spatialité est différente. Et le résultat aussi parfois est même différent.
quand Amina parle d'un résultat ou quand le résultat, ça veut dire que c'est fini, en fait, finalement, c'est presque décevant. C'est vrai parce que finalement, l'orgasme, il se place dans les comment ça s'appelle, dans les prémices. C'est ça la vraie histoire avec un artisan. Et il y a aussi le temps d'après. Ça, c'est quelque chose qui est étonnant. C'est le temps du regret, parfois, de pourquoi je n'ai pas fait ça, en sachant que avec un travail manuel et surtout avec un artisan, on le sait pertinemment qu'on peut le défaire. On peut le refaire, en fait. Et en fait, on peut encore le redessiner, le réimaginer. Donc, est-ce que finalement, le travail avec un artisan, c'est presque une histoire un peu a never-ending story, ou c'est, je sais pas, une aventure sans géographie quelque part. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, de manière peut-être trop philosophique, ou peut-être aussi de manière très intellectuelle, mais il n'y a pas de limite avec un artisan. Merci. N'importe quoi. C'est le processus. C'est presque la conclusion, c'est très très beau ce que tu viens de dire. Parce que, juste pour te paraphraser très simplement, vous êtes les messagers, les artistes, vous êtes les messagers, les passeurs, c'est peut-être plus joli comme mot, les passeurs de ce que les artisans ne diraient pas avec des mots. Les artisans fabriquent avec les mains et puis fabrique, c'est pas le mot non plus, mais en tout cas dans un perpétuel mouvement de la main, redessine et dessine et redessine encore ce que nous voyons matériellement, et peut-être vous, les artistes, dans cette relation que vous avez engagée, particulièrement dans cette œuvre et cette installation et cette exposition en général, vous avez réussi à aller plus loin que ces mots, même avec un processus très cadré, même avec une manière de faire. Vous avez finalement, on revient à la boucle, créer cette poétique, et par définition, cette poétique-là ne se décrit pas avec des mots, elle ne se décrit pas avec des phrases, mais simplement avec des choses que l'on peut ressentir tout un chacun. Personnellement, c'est ce que j'ai ressenti, en visitant l'exposition et cette œuvre en particulier. C'est justement quelque chose de très intime, de très enfoui, et qui arrive à se dire en déconstruisant ce que peut-être les artisans passent leur temps à construire de manière linéaire, peut-être, bien sûr, ils ont leur place ici, mais là où il y a une linéarité dans la transmission, dans la tradition, dans les rituels, peut-être que vous, en tant qu'artiste, Joël et Amina, vous venez casser cette linéarité, vous venez continuer le dialogue, vous continuez à tisser la trame d'un territoire, d'un non-territoire poétique, et donc vous le dites de manière avec rupture finalement, dans une certaine un affranchissement que peut-être les savoir-faire traditionnels ne permettent pas toujours. J'ai juste envie de conclure par tes mots, Joël. Tu parlais de valse sentimentale et tout à l'heure, et je crois que c'est le propos de cette conversation aujourd'hui, c'est de faire un aller-retour, une danse entre les mots, les non-mots, le dissible, l'indicible, le visible, l'invisible, à travers toutefois la matérialité de la création. Et pour ça, j'aimerais beaucoup remercier et féliciter le MACAL, pas seulement à travers cette exposition, mais à travers toute la ligne artistique que le MACAL a engagée depuis quelques années, où justement il est tout le temps question
de matérialité. On se rappelle l'expo Mature Insanity. Et alors, sur des propos totalement, parfois intangibles, invisibles. Donc, moi, c'est ce que j'ai envie de dire, et c'est ce qui nous émeut. La parole est à vous. Merci. Ah oui, oui, merci. Oh là là. Tiens. Ah, vas-y, Sana. C'est à Sana. C'est là. Merci beaucoup, c'est super intéressant. J'avais une question sur le processus artiste-artisan, parce que l'artisan peut avoir un avantage sur l'artiste qui est la maîtrise de la matière. C'est une matière qu'il côtoie, qu'il traite depuis des années, et ça reste quand même quelque chose de linéaire, parce qu'il a appris à traiter cette matière de la sorte. Et à un moment donné, l'artiste arrive avec un rêve qui veut que l'artisan réalise, et il y a une confrontation. Est-ce que cette confrontation, enfin, la confrontation peut venir de l'entêtement de l'artisan à rester dans sa ligne, dans ce processus de sa maîtrise de la matière? Il ne va pas aller plus loin parce qu'il se dit non, ça ne va pas marcher, ou non, ça ne va pas venir de vous, ou des choses comme ça. Est-ce que cet entêtement, c'est la question à vous deux, pousse l'artiste à un moment donné de revoir l'œuvre en fonction de la matière, ou de pousser l'artisan à aller plus loin dans cette limite, qui est la matière? Toi, tu connais les artisans, moi je ne les connais pas. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux types d'artisans. Il y a l'artisan créateur et il y a l'artisan qui répète le geste ancestral sans trop réfléchir. C'est pas réducteur ce que je dis. Moi, je respecte les deux. Généralement, il y a très peu de résistance. Généralement. Tout dépend de comment du rapport qu'on a avec le maïdam ou la maïma. C'est vraiment une question humaine. Ça n'est pas du tout, si on vient avec plein d'arrogance, etc., on revient toujours à l'ego, c'est une question d'ego. Et donc, il faut savoir à qui on a affaire en face. Ça, c'est très important. Donc, des fois, je vais raconter une petite anecdote. Il y avait un Kazah El Farah, un bijoutier, et je lui avais demandé de me faire un produit des cônes, etc. Et je l'avais tellement encouragé, j'avais tellement dit qu'il était génial et tout ça, que j'avais une commande bien spécifique. Il m'avait gravé, il avait 6D ces cônes, et vraiment, c'était pas. Il m'a dit, mais voilà, j'ai embelli ton produit. Alors, je pouvais rien faire. C'est très beau, mais s'il te plaît, produis-moi encore 10 pièces, comme je veux pas. Il y a une manière de parler au mail. Donc, c'est toujours le côté humain. Voilà. Pour moi, c'est ça. Et dans le processus, c'est comme disait Joël, c'est ce va-et-vient. Et il faut que je dise qu'il y avait il y a des constellations. On a parlé de constellations tout à l'heure. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a Myriam, qui est le grand maestro là-bas. On ne voit pas, mais qui. Voilà. Il y a comment le projet s'est fait, n'est-ce pas? C'était un dialogue avec Myriam, un dialogue avec Joël, après Myriam qui dialogue avec Joël. Voilà, un partage. Il y a tout ça qui se passe, et il y a le Myriam aussi qui est dans ça. Donc, qui est dans le loop, dans la boucle. Donc, c'est ça qui était très beau finalement. C'est ce cercle, je ne sais pas comment dire, le loop. C'est ça qui était intéressant. Mais voilà, il faut savoir discerner à qui on a. C'est-à-dire, il faut voir à qui on a affaire quand on travaille avec un mail. Ça, c'est très important, parce qu'on n'est pas dans la commande. N'est-ce pas, Joël? Quand tu parlais, toi, de tes roses, d'accord, je vais te laisser parler de ça. On n'est pas dans la commande. C'est ça la différence. Et donc, le mail ou la main a son mot à dire. Et donc, c'est là où on commence à avoir des choses magiques. On a l'impression d'être dans un truc très existentiel d'un seul coup, en fait. Mais moi, je vais me replacer un
élément au milieu de tout ça, pour ne pas dissocier les choses, pour ne pas dire qu'il y a l'artisan et l'artiste, et le technicien et le réalisateur. Je pense qu'il y a une chose qui est commune aujourd'hui, et justement Rita parlait tout à l'heure de la non-territorialité des choses. Parlons de la matière. La matière est aujourd'hui en fait la chose, l'histoire commence là. La vannerie commence par la fibre, le textile commence par le fil, le chanvre, autre chose, la bijouterie commence effectivement avec le métal précieux. Je pense que c'est la matière. Dans le processus, c'est la matière qui est le point de départ. Donc, Amina va parler des roses et je peux en parler. La matière, elle est là, c'est le métal. Donc, il y a quelqu'un qui est fasciné, il y a quelqu'un qui sait le manipuler. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Pour moi, la réponse la plus juste aujourd'hui, c'est ni d'améliorer le produit existant. Et d'ailleurs, je suis très radical sur ça. Je trouve que les pires projets, c'est les projets finalement institutionnels qui visent à améliorer la qualité de l'artisanat dans un pays. Je trouve que c'est la chose terrible. Or, de quel droit on a le droit d'améliorer les choses? De quel droit on juge que c'est pas bien? Ça existe. Et donc on fait venir, je n'ai aucune haine contre les designers, parce que j'adore aussi le design, mais on importe un designer de quelque part pour améliorer la vision de l'artisanat malgache, marocain ou n'importe lequel. Je trouve que c'est la pire des choses. Moi je trouve que voilà, la matière elle est là, il y a celui qui sait, il y a celui qui désire, il y a celui qui le pense aussi. Et à partir de là, on donne. Donc moi sur cette installation des roses, j'ai pris la rose de Marrakech, qui est un symbole revu et revu, et j'ai donné cette rose à un artisan. Et je lui ai demandé de le reproduire à sa manière, avec toute sa volonté, mais avec toute sa défaite aussi. Quand je parle de défaite, c'est toute la maladresse du regard. Et en fait, ça donne ça aujourd'hui. C'est que la poésie, et c'est là où je reparle de matière, quelque part, c'est un peu notre thématique d'aujourd'hui. La matière elle est belle parce que parfois elle est rugueuse, parfois elle est lisse, parfois elle accroche, parfois elle est douce. Et la vraie poésie de la matière, et c'est presque un peu notre thématique aujourd'hui d'ailleurs, la vraie poésie elle se situe là. Parfois c'est chaud, parfois c'est froid. Je pense que la vie aussi est faite comme ça. Parfois il y a un peu de mort et parfois il y a effectivement beaucoup de rire. Et je pense qu'un artisan, encore une fois, moi j'insiste beaucoup dessus, on ne peut pas être autoritaire avec un artisan. C'est un clin d'œil qui marche, et même s'il sait faire, comme le dit très bien Amina, l'arrogance n'est pas le remède. La gentillesse non plus n'est pas le remède, parce que la gentillesse, en fait, elle est limite, mais c'est méprisant, en fait. Mais en fait, il faut à la fois garder beaucoup de confiance, et même de temps en temps disparaître, parce que c'est mieux de le laisser. Et quand je vous parle de l'histoire de défaire et de refaire, c'est que finalement, cette temporalité-là pour l'artisan, ce n'est pas un problème. Et c'est peut-être un des seuls corps de métier, si on peut appeler ça comme ça, parce que moi je déteste aussi les domaines où c'est possible. Dans la chimie, une bombe est une bombe. 3 formules, ça explose et c'est fini. Dans l'artisanat, et d'ailleurs il y a des choses très belles, moi dans le textile ça me fascine, on peut tisser, détisser et refaire. Et d'ailleurs la matière, elle vibre différemment par rapport à ça. Elle raconte autre chose à chaque fois. Ce qui est très beau aussi, moi je suis fasciné par l'histoire par exemple de comment ça s'appelle ces chapeaux qui sont faits en Équateur, j'ai oublié leur nom, des Panama, où l'artisan qui sait faire ça doit les tresser la nuit, tellement la fibre est fine. Donc même la temporalité de tisser dans le noir, c'est quand même magique. Il y a plein d'histoires comme ça. Et je pense que c'est ça la vraie histoire. Et quand un artiste veut se plonger dedans, ou souhaite se plonger dedans, c'est ça qu'il faut prendre. Alors désolé parce que peut-être que j'intellectualise beaucoup et je politise trop les choses, mais c'est ça la vraie question. Et c'est là où ça fonctionne. Et d'ailleurs, dans les pièces peut-être les plus fortes de cette exposition, en l'occurrence avec Amina, c'est ce qui s'est passé. À un moment, il y a des vrais moments de perdition, et à un moment, en fait, du coup, il y a une illumination. La fulgurance, elle n'arrive que comme ça. Elle n'arrive pas en disant c'est comme ça et c'est pas autrement. Oui, juste pour rebondir sur le fait de poétiser, on est là pour ça déjà. et puis
non, mais en fait, c'est poétiser l'organicité de la matière. Donc, c'est une matière organique, vivante. En t'écoutant parler, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Khaled Boulkaya parce que tu parlais de temporalité et Khaled Boulkaya et travailler la peau et j'en sais quelque chose parce que j'ai fait des peaux défaites avant qu'elles soient remontées et j'en ai pleuré tellement ça sentait fort et tellement c'était à l'intérieur, on était vraiment dans les entrailles de la bête et de l'œuvre créée. Donc oui, l'organicité, la poésie, ou la poésie organique, on peut appeler ça comme tu veux. Je voulais juste dire le rapport à la matière. J'ai travaillé avec des artisanes dans des oasis et le lien avec la matière, le raw material, la matière première, avant que la matière devienne matière. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est impressionnant le lien avec le palmier, les feuilles de palmier, parce qu'il y a des très belles feuilles de palmier là. Elles connaissent le cycle du palmier dattier. Elles savent quelle foliole prendre. Elles savent quand le tefden tombe et comment elles travaillent. C'est ça qui est très beau. C'est le lien. Je reviens à ce que je veux dire, avec la terre, avec la matière. Elles le connaissent pour comment ne pas détruire cette matière. Il y a un respect énorme. Et ça, en tout cas, en tant qu'artiste, j'ai découvert ça. J'ai énormément de respect. C'est pas juste on vient, voilà, il y a tout un rituel aussi. C'est ça qui est très beau, ce rapport avec la matière. Et justement, la parole à la salle, mais je ne peux pas m'empêcher de réagir. Justement, ça nous ramène à une question encore plus essentielle et générale, qui est justement celle de le territoire, l'écologie, le rapport de la matière, de l'être au temps, au territoire qui l'habite. On sait aujourd'hui, on va pas parler de ces choses-là, mais le climat, la désertification, etc. Et donc, finalement, cette exposition, j'ai envie de dire aussi les autres qui précédaient, nous faisaient justement ouvrir l'esprit et la conscience sur cette fragilité-là que nous portons tous en nous aujourd'hui, et cette responsabilité. Donc, en ce sens, vous êtes justement les passeurs de cette matière, temps, espace, qui se perd, si je puis me permettre, juste pour rebondir un peu sur un sujet d'actualité qui est l'environnement et la terre, qui nous concerne tous. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de cet échange. C'était très intéressant, très enrichissant, d'autant plus que j'ai eu l'opportunité dernièrement de faire partie de l'équipe de médiation sous la responsabilité de M. Yassir Hergé et évidemment la direction de Mme Mélène. Et je trouve très impressionnante la terminologie que vous utilisez, Joël, en parlant de terminologie très sensuelle. On parle de coup de foudre, on parle d'amour, de première rencontre. Vous avez parlé d'orgasme, encore mieux, vous avez parlé de divorce par la suite, à la fin de la rencontre avec l'artisan. Et du coup, je trouve que c'est vraiment fascinant, impressionnant. Et j'aimerais bien, autant que petit médiateur culturel, j'aime bien me situer un peu dans, on va dire, l'histoire de l'art. Alors, j'aimerais savoir, que ce soit pour Joël ou Lamina, à quel moment de votre parcours artistico-professionnel vous avez eu ce coup de foudre? Ce premier rapport à la main, ce premier rapport avec l'artisan ou l'artisane, et ainsi de suite. À quel moment, peut-être, vous avez trouvé que ça a été déjà installé? Là, on est, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on est là dans une belle rétrospective, et que ça serait intéressant de savoir sur quelle partie du mur se trouve on va trouver peut-être un petit vision sur le mur. Merci beaucoup.
moi, je vais être très long. Non, non. Apparemment, il faut décrire le mur. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer parce qu'en fait, on va quasiment dans une discussion quasiment presque géopolitico-sociale en fait. C'est intéressant. Je ne savais pas que je pouvais provoquer ça. Mais c'est sûr que derrière la poésie et derrière les mots que vous avez évoqués, ce que je dis comme ça en parlant de sensualité, c'est très politique. Je ne suis pas un artiste militant, mais malgré tout, si vous voulez, il y a un engagement derrière tout ça. On en a parlé avec Rita, avec Amina tout à l'heure, c'est que derrière toute cette sentimentalité, de manière presque péjorative, il y a des choses qu'on plante des clous, on essaie de délimiter aussi on va dire des règles malgré tout. Donc c'est pas juste un jeu comme ça. Ça c'est juste par rapport mais les mots, parce que nous sommes aussi un peu dans une mise en scène, et la vie est une mise en scène. Pour moi, le coup de foudre finalement de l'artisan, il a une temporalité, en même temps il n'en a pas du tout. Je voulais juste mentionner une chose, et c'est pour ça que je vais presque commencer sur cette idée un peu de géopolitique, c'est que je pense que Amina et moi, on a eu une énorme chance de naître à la fois marocaine et de naître aussi malgache. Ça veut dire que nous étions je te prends avec moi, mais c'est pas grave, tout va bien. C'est que nous sommes tout de suite nés près de la terre. Ça veut dire que la terre et la matière, elle était là. Donc moi, effectivement, mes grands-parents avaient une maison de campagne, où, bien sûr, on côtoyait les poulets, et en même temps, on jouait avec de la terre, et on comprenait ce que c'était l'herbe. Je ne suis pas né effectivement dans une tour à New York au 70e étage, où il fallait effectivement que je comprenne à travers des images ce que c'était la matière. Donc je n'ai pas de temporalité réelle. La seule chose qui déclenche, donc on est à peu près exactement à travers ces traits, si vous voulez, peut-être dans l'angle entre le carré noir et le premier dessin, on est en 96 ou 97 pour moi, où je me rends compte, où je dis d'ailleurs une chose, on me demande ce que j'aimerais faire quand je serai grand, et je dis un terme, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'aimerais fabriquer des formes. Et donc l'immédiateté des choses, de la fabrication d'une forme, en fait l'artisan est finalement le premier répondant. Donc en fait, je manipule très vite des tissus, je m'amuse à prendre des paniers, à les découper, et je prends effectivement de la terre que j'essaie de manipuler comme ça. Donc je pense qu'il y a une grande partie de chance, il y a une grande partie justement du territoire. Et d'ailleurs cette question du territoire, c'est intéressant que, effectivement à 18 ans, je suis sur un territoire, je suis né dessus, et aujourd'hui je suis en train d'essayer de déconstruire tous les territoires pour dire qu'il n'y a qu'un seul territoire. Et en même temps, nous parlons tous le même langage en fait finalement, je pense. Je vais finir sur une chose. Vous savez, par exemple, quand on prenait la vannerie, moi, une chose qui me fascine sur la vannerie, c'est que quelque part au Maroc, il y a un petit panier, quelque part aussi, même au fin fond, je ne sais pas, de l'Alabama, en fait, il y a une jeune femme qui sait faire des petits paniers aussi en vannerie. Et en même temps, en plein centre, je ne sais pas, du Bénin, vous découvrez qu'en fait, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui travaille le panier, et c'est le même motif, finalement, c'est la même texture, c'est la même chose. Donc, finalement, cette histoire de territoire est très intéressante. C'est une autre discussion qu'on doit avoir, mais peut-être que l'artisanat, de par ses motifs, de par la matière, encore une fois, de par ses symboliques de tressage, de tissage, ou de sculpture, ou de tout ce que vous voulez, ce qu'on appelle finalement l'ornement, la vraie chose, elle est là. Je réponds à toutes les questions sans y répondre, parce que pour moi, elle pose aussi des questions, ce que vous m'avez posé tout à l'heure, peut-être pour ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Non, rien. Moi, je vais mentionner une personne qui vient de nous quitter, c'est Bert Flint. Alors, parce que, voilà, vous avez posé une question, comment, et moi, c'est l'enfance. Ma mère était étudiante à l'école des Beaux-Arts de Casablanca, et Bert Flint était son professeur d'histoire de l'art, donc ça c'était. Mais j'ai des souvenirs d'enfance à Riyad, à Marrakech. Et ça a commencé avec le bijou en fait. Et je me rappelle, j'étais très très jeune, je crois 4-5 ans, et je me rappelle de sa collection de bijoux. Et je crois que c'est là où il y a eu un déclencheur. Pour moi, l'artisanat, ça a commencé avec l'amour du bijou.
Et c'est comme ça. D'ailleurs, je suis allée aux États-Unis, j'ai étudié et pratiqué l'architecture et je suis rentrée pour faire du bijou. Sauf que je n'avais pas la technique, le savoir-faire. Donc immédiatement, j'ai dû collaborer avec Maëlle. Et ça a commencé à Casablanca. Donc c'était encore à Casa. Mais ensuite, il y a eu des projets gouvernementaux extraordinaires. Et c'est là où j'ai commencé à aller sur le terrain. Et c'est là où je me suis dit, bon ben voilà, mon my purpose, c'est-à-dire mon but, voilà pourquoi je suis rentrée au Maroc. Parce que je ne voulais pas être dans une bulle, je voulais crever cette bulle et aller découvrir les différents savoir-faire. Et c'est là où, alors là, le Maroc, c'est un pays extraordinaire. C'est impressionnant par rapport à d'autres pays. C'est assez impressionnant d'un endroit à l'autre, que ce soit même au niveau des plats qu'on mange, ou certaines dialectes, etc. Tout change, tout change. Et le déclic s'est fait au moment où j'ai collaboré avec le premier Maëlle. Et c'est là où je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je suis rentrée. Mais ça n'est pas réfléchi. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas quelque chose qu'on planifie. Donc voilà, il y a un projet après l'autre qui suit, il y a des choses en parallèle. Donc il y a les projets institutionnels, puis après tout d'un coup, on réalise que la prise de conscience qu'on est artiste. Parce que ça c'est un autre. Mais oui. Et donc, c'est deux mondes en parallèle qui passent. Donc on doit faire je fais des expositions, je repère les artisans et je les fais, et je collabore avec. Et c'est ça qui est excitant pour moi, fatigant. On est aussi à peu près dans les années 90. Non, je suis rentrée en fin 90 et ça a commencé en 2001. Je sais pas, c'est jeune. C'est un peu bien. Très jeune, voilà. Donc c'est ça. Merci. Oh, pardon. Je vais dire à toi. Je ne sais pas si tu as une bonne question. Ben oui. Non. Ou pas. Je ne vais pas vous poser une question. Je veux juste, au fur et à mesure de votre discours, réfléchir sur certains aspects. D'abord, connus, c'est-à-dire que les Français entendent leur protectorat et pour ceux qui écrivent sur nous, orientalistes ou pas, ont voulu absolument que nous produisions des modèles qui correspondent à leur goût. C'est-à-dire pourquoi vous ne faites pas la peinture ou la sculpture. Et on veut toujours, c'est simplement l'idée que je voudrais avancer, on veut toujours nous dire que quel que soit l'acte que l'artisan ou l'artiste accomplit ici, par du Maroc, en réalité ça peut aller jusqu'à Bagdad, la même chose. Et qu'est-ce que l'artisan, quel est le clivage entre artisan et artiste, on veut aussi absolument le codifier. Or, si nous voulons serrer un peu les choses, on pourrait dire que le citadin, le travail d'un citadin est beaucoup moins libre que celui d'un homme rural, d'un milieu rural. C'est évident, mais il y a la grande différence, c'est que si nous prenons particulièrement le cas des femmes qui disent dans les campagnes, elles sont créatrices. Elles ne partent pas d'une règle préétablie et obligatoire à suivre.
artiste, c'est l'artisan, au niveau des artisans, c'est l'artisan qui est le premier à créer tel ou tel modèle de dessin. Mais par la suite, ça devient un rituel qu'on reproduit comme ça. Or, on ne peut, cet artisan, il se trouve emprisonné dans les concepts qui viennent de la classe, de la catégorie, je ne sais pas le mot classe, de la catégorie des commanditaires dans la cité. Or, ils veulent pas que. Moi, j'ai assisté une fois à une scène où quelqu'un. C'était pour parler de Glaoui, là où il y a maintenant café. Comment c'est ça? Bon, il y avait un artisan qui travaillait en bas d'une colonne des 40 faïences. C'est ce que m'a raconté un des secrétaires de Glaoui. Le Glaoui arrive, visite son chantier dans son palais. Et il voit avec quelqu'un. Et ce quelqu'un dit au Glaoui en présence de l'artisan, non, il le visite une deuxième fois, pardon, et il dit en présence de l'artisan, en s'adressant à l'artisan, il dit au Glaoui, mais ça fait une semaine qu'il, comme l'a vu, il est toujours au même point. Qu'est-ce que l'honneur de l'artisan, on va s'arrêter. Il a posé ses instruments et il est parti. Donc, parce que c'est comme si on n'avait pas considéré le degré de son âme en art qu'il met dans ses carreaux. Mais on veut simplement que ces carreaux soient conformes à ce qu'on veut et que ça se fait comme le veut le patron. Mais par contre, dans la campagne, non. Dans la campagne, il y a infiniment plus de liberté et je suis heureux de vous dire que c'est surtout chez les femmes à la campagne dans les tapis. Parce que les tapis, c'est vraiment de l'art, à mon avis. À part ceux qui viennent de la cité et qui font reproduire le tapis de là. Mais le tapis comme celui qui est là-bas, vous allez dans n'importe quelle région du Maroc qui a son artisanat ou son art et qui n'arrête pas de créer chaque fois. Et elle le fait, sans parce qu'elle le fait pour elle, souvent elle le fait pour elle-même. De l'autre côté, l'autre question que je soulèverai rapidement, c'est que quand nous sommes vus du point de vue extérieur plutôt, et qui dit bon, vous ne faites pas comme nous, etc. Or, la question est qu'il faut poser cette question. Est-ce que ce que font tout l'art dans le monde arabo-musulman sur lequel on insiste toujours que c'est le Coran qui dit il ne faut pas. Parce qu'on reproduit, le Coran interdit la figuration, alors c'est toujours nous ranger dans la case religieuse. Or, il faut penser, il faut continuer à penser sur le fait que, et si cet art graphique, abstrait totalement, l'art musulman est abstrait, c'est-à-dire des figures géométriques, etc. Et si c'était ça qui correspond le mieux à notre conception de l'art, et non pas parce que le Coran l'interdit. Il y a ça. Mais le Coran interdit beaucoup de choses qui sont abandonnées aussi. Et donc, je voulais insister sur cette question. Voilà. Merci. Là, on est dans un beaucoup plus lourd. Là. Non, mais
je suis d'accord avec vous par rapport au monde rural. Moi, personnellement, c'est là où je travaille le plus. Et c'est vrai que c'est là où est-ce que quand je travaille dans des régions, on va dire, qui sont pas enclavées, mais qui sont presque enclavées, parce que on ne va pas rentrer dans les problèmes de transmission et de l'artisanat. C'est que quand il y a un socle, je vais prendre un exemple, et j'arrête, mais à Tifelt, il y a un socle hebdomadaire. Et quand il y a un socle, il y a artisanat, il y a production. Quand il n'y a plus de socle, il n'y a plus de production. Donc, on peut et puis, il y a le problème des intermédiaires. Moshka, d'accord? Donc, c'est pas le but. Donc, c'est ça, en fait. Et vous avez parlé de ça, c'est bon, c'est technique Mouchouet, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Mais pour moi, la prise de conscience que la Ma'alma a été créative, parce que quand la Ma'alma a produit un handbell, c'est généralement par rapport à une demande d'un intermédiaire. Donc il va lui dire, tu me fais cette couleur, ce motif, etc. Mais quand elle produit le Mouchouet, c'est pour elle, effectivement. Et c'est là où on voit la Ma'alma artiste. Parce que c'est pour elle, et puis elle dit personne ne va voir ça, c'est un objet usuel. Le Mouchouet n'est pas un objet décoratif, c'est un objet usuel. Et donc c'est là où on voit la créativité. Maintenant, par rapport aux différents terroirs, on a plusieurs terroirs du tapis, vous savez, Ex-Ocean, etc., etc., etc. On ne peut pas rentrer dans les détails, mais étant donné que maintenant, il y a les gens se marient, c'est-à-dire que la Ma'alma vient du terroir zaïen et qu'elle va se marier avec un monsieur du terroir Ex-Rochen, des fois la lecture du tapis, on ne sait même plus parce que le plan est de Ex-Rochen et le motif est de zaïen. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Mais je vais m'arrêter là parce que sinon. Voilà. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Je travaille avec beaucoup de femmes dans le monde rural. En ce moment, effectivement, il y a de la création parce qu'elle travaille pour elle. Malheureusement, il n'y a pas de demande. Ça existe aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la poterie. Hein. C'est là où il y a aussi beaucoup de création. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce que dans la partie géographique en fait, de ce que vous avez parlé. Mais par contre, il y a une chose dont je suis absolument convaincu, c'est que c'est sûr que les artisans, de manière générale et de manière universelle, sont des gardiens de mémoire, tant au niveau du motif, tant au niveau de la technicité. Et en même temps, il y a aussi dans certaines cultures et certains pays où la vraie créativité, elle existe là. Et je vais prendre un exemple parce que c'est un territoire que je pourrais dire, j'ai passé beaucoup de temps. Donc c'est au Mali, par exemple, où voilà, quand j'étais architecte, j'ai passé une dizaine d'années après au Mali, en étudiant, j'ai travaillé en fait autour du Musée national de Bamako. Et il y a une chose qui était très intéressante, en travaillant sur le textile, c'est que finalement, la chose qui est la plus créative aujourd'hui au Mali en termes d'artisanat, c'est d'abord le textile, mais c'est surtout tout ce qui se passe en fait au niveau du motif en fait, par exemple, du bassin. C'est qu'à la fois, chaque bassin est unique, donc elles inventent finalement chaque noir et chaque motif à chaque fois, mais dans l'unicité et dans la frivolité aussi de la mode. Et donc c'est quasiment, vous avez des milliards de motifs qui sortent tous les jours. Voilà. Je raconte juste cette histoire. Alors, mais c'est magnifique parce que, en fait, chaque femme, chaque teinturière invente des choses. Et juste pour pouvoir vous dire, inciter sur la métaphore, effectivement que la mémoire elle est là, mais la créativité aussi, elle est là en fait. La créativité, vous savez aussi une autre chose, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, Amina et moi, nous sommes très créatifs parce que nous sommes un peu à la mode. Mais demain, on sera plus créatifs parce qu'en fait, on ne verra plus. Donc, moi, je lis toujours l'idée du temps avec l'existence, on va dire, entre les fabrications, mais c'est sûr que dans le monde rural, moi je n'aime pas trop le monde rural, mais peut-être un peu le monde éloigné, en tous les cas, de l'immeuble et de l'électricité permanente, c'est sûr que la mémoire, elle est toujours plus sauvegardée. Mais il y a une créativité qui est intéressante, mais qui est très subtile. Et
il faut y aller. Hein. Moi, je ne fais pas tous les jours, mais toi, tu vas plus. Mais après, sur la partie géographique et le Coran, je suis moins fort. Mais Rita va dire quelque chose sur ça. Juste simplement ta réflexion. Ta réflexion, elle nous invite à porter globalement et philosophiquement, juste à ce que j'entends de ce que tu as dit, c'est de porter un regard sur nous-mêmes, de l'accepter sur notre art et sur notre désir de créer, de l'accepter et de l'assumer, et de construire nos propres codes, nos propres schémas de création, de lecture, d'interprétation. Après, est-ce que ça va dans des institutions, c'est récupéré par le circuit, distribution, critique d'art, etc. C'est un autre schéma, mais peut-être qu'il faut d'abord commencer par ce travail d'accepter son identité, ses identités multiples, mais au-delà même de tout ça, et d'assumer, de les assumer, parce que tu parlais justement de ce qui est proscrit, ou de ce qu'on interprète comme étant proscrit, mais qui ne l'est peut-être pas finalement, parce que au-delà de tout ça, le désir de créer, je crois qu'il faut réfléchir sur cette question du désir de créer, qui est certainement inhérente à tout un chacun, mais qui se manifestera de manière métaphorique et symbolique, parce que tout le monde ne peut pas être artiste non plus. C'est-à-dire qu'on a cette question de, oui, les femmes dans les zones, les campagnes, etc., créent parce qu'elles ont ce désir-là, et il faut l'aimer, le respecter, ce désir, et leur faire aimer ce désir-là, mais en même temps, tout le monde ne peut pas être artiste, parce qu'il y a un degré, une métaphore et un travail que tout le monde n'est pas artiste, tout simplement. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut défendre aussi. C'est pas la dichotomie artisan-artiste, mais c'est vraiment l'artiste, il peut quelque chose, il travaille, il crée, l'artiste crée. Voilà, l'artiste crée. Alors il y a le désir de créer et puis il y a la création. Voilà, c'est un très bon débat, c'était pas le débat d'aujourd'hui. Merci. Je peux terminer par un exemple. On m'a raconté, dans la Médina de Marrakech, qu'un berger à la campagne allait se marier et il aimait la femme, la jeune fille qu'il voulait. Mais il n'avait pas de moyen pour lui faire un cadeau. Combien les bergers passent la journée à côté des rivières, etc. Un jour, il a dit qu'est-ce que je vais lui faire comme cadeau. Il a pris un galet. Il a travaillé le galet et il lui a offert. C'est pas de là. C'est de l'amour. Ouais. Et c'est ce qu'on sait faire de toute façon. Donc c'est faire que ça. Et voilà, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Ouais. C'est la mort qui devient art parce qu'il est bien exécuté. Bien, merci beaucoup. Merci Michael, merci Nina, Joël. Merci.